Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous traversons la Manche, nous prenons l'Eurostar et nous allons dans la ville la plus chère de l'histoire, Londres, pour parler d'un club extrêmement important, Arsenal. Arsenal, la renaissance d'un grand club. Alors comment un club mythique, façonné par Wenger, tombé dans la torpeur après 2006, retrouve aujourd'hui sa grandeur? Pour en parler avec nous, 3 personnes. Omar Sour. Omar, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Good morning everybody. Ravi de mettre les pieds à Londres pour cet épisode, une ville qui m'est très chère, et ravi de pouvoir discuter de la renaissance de ce grand club qui est Arsenal. Ouais, Omar qui est venu inoculer son venin en tant que fan de Tottenham. Ça, moi, je préfère le dire avant que le podcast commence. Avec nous, et n'oublie pas mon petit Charlton Athletic quand même, puisque c'est l'équipe de mon quartier de cœur, Greenwich, donc surtout Charlton, ouais, qui est très bien en Championship cette année. Moi, je me rappelle d'un but de Van Persie contre Charlton, je pense en 2006, une reprise de volée en pleine lucarne, je me rappelle, ouais. Il sort en sprint, en sautant à la surface de réparation. Enfin, je sais pas si Thomas, ça te parle. Si, bien sûr. Maillot jaune. Je m'en rappelle, ouais. Jaune O2. C'était genre sur les compilations meilleurs buts, première ligue, etc. Elle en est pas mal après derrière. Exactement. Robin. Avec nous, Stéphane Beg. Stéphane, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Nouvelle arrivée, nouveau pépiniériste. Premier épisode pour toi. Premier épisode. On a suivi les premiers et aujourd'hui, on vient participer. Il met sa pierre à l'édifice. Quand on parle d'un grand club, on essaie de pointer le bout de son nez. Exactement. Stéphane, grand fan d'Arsenal. Donc sa présence était plus que requise aujourd'hui. Avec nous, une troisième personne, le premier guest de l'histoire du podcast Pépinière, Thomas Desgants. Thomas, comment vas-tu? Salut les gars. Bah écoute, ça va très bien, très honoré d'être premier guest pour parler du plus grand club d'Angleterre, en toute objectivité bien sûr. Et ravi d'être avec vous. J'ai déjà écouté un peu vos épisodes, donc vraiment très content et puis franchement du très beau travail. Donc hâte de discuter de tout ça avec vous. Thomas qui n'est pas un novice dans le monde du podcast, parce que Thomas a un podcast, le podcast Artilleur, donc sur Arsenal et pour la communauté francophone d'Arsenal, c'est bien ça? C'est ça, un podcast qui a il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, et qui est spécialisé sur Arsenal. Alors plutôt pour les on va dire les habitués d'Arsenal, ceux qui connaissent un petit peu, on essaie d'aller sur des sujets un petit peu plus techniques, sur la direction sportive, sur l'académie, sur des épisodes un peu stratégiques. En fait, on aborde des sujets un peu plus froids et on essaie aussi d'avoir des invités et de faire tout ça avec convivialité et bonne humeur. Un très très intéressant podcast qui entre vraiment dans le fond des choses, donc n'hésitez pas à aller cliquer, ce sera extrêmement intéressant. Alors aujourd'hui, j'en profite aussi pour saluer mon co-animateur, puisque je suis pas tout seul pour animer l'émission et la préparer. Je suis avec Florent Martinez aussi qui m'aide, donc je le salue. Donc Florent est le bienvenu dans notre podcast évidemment. Alors aujourd'hui, on va parler d'Arsenal en 2 thématiques principales. Dans un premier temps, on va retracer un peu l'histoire avec Arsène Wenger. Donc comment ce visionnaire a transformé Arsenal et tout le football anglais par la même occasion. Dans un deuxième temps, on va parler d'Arsenal, donc Arsenal déchu, donc après 2006, et Arsenal qui renaît via Arteta aujourd'hui. Aujourd'hui, Arsenal, on le sait, on peut dire favori de la première ligue cette année, qui reste sur un match nul contre Sunderland au moment où on enregistre. D'ailleurs, par ailleurs, petite dédicace à mon ami Boutaleb qui juste avant le match m'avait assuré qu'Arsenal ne gagnerait pas ce match. Donc bonjour à lui, il avait raison. Et petit instant promo pour nous. Donc merci beaucoup pour votre soutien à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Instagram et aussi YouTube. Merci du soutien, n'hésitez pas. On va commencer donc par Arsène Wenger. Donc, Arsène Wenger, aujourd'hui, tout le monde le connaît, quelqu'un de visionnaire. Il a métamorphosé Arsenal, mais aussi le football anglais, jusqu'à marquer son ADN. Alors Arsène Wenger, pour faire un petit point historique, un entraîneur donc qui a été un joueur pas du tout majeur, qui a entraîné à Nancy, à l'AS Monaco, champion de D1 en 88, qui s'est ensuite exilé au Japon, à Nagoya en 95-96, et qui est venu ensuite à Arsenal. En tant qu'illustre inconnu, pour le coup, dans un premier temps, je sais qu'il y avait la une. On se rappelle des gros titres de la presse anglaise à l'époque qui disait Arsène Wu. Ouais, exactement. Qui est ce gars exilé au Japon, français, qui arrive
tout plein d'ambition. Exactement. Donc, Arsenal, l'arrivée d'Arsène Wenger, c'est aussi là, un choc culturel en Angleterre. Alors, comment un entraîneur français inconnu à l'époque a réussi à imposer une révolution culturelle dans un championnat qui était extrêmement ancré dans des traditions de kick and rush, du football pas du tout technique? Stéphane, est-ce que tu veux commencer? Oui, déjà l'arrivée de Wenger se fait, si on remet un peu le contexte d'Arsenal, après pas mal de scandales au sein du club. Il y a eu un entraîneur dont j'ai oublié le nom, Graham. Je sais pas si Thomas a le nom, j'ai oublié son nom. Bruce Rioch, George Graham. Enfin, il y a George Graham et puis George Bruce Graham, Rioch je crois, exactement, qui avait fait une petite intérim. Donc le club est déjà en transition et en reconstruction. Donc ils font appel à un inconnu à l'époque, mais le Arsenal n'était pas brillant à cette époque-là. Donc au moment où lui il arrive, il a tout à rebâtir entre guillemets et tout à reconstruire pour retrouver les sommets, parce que Arsenal avait connu des succès par le passé, mais ça faisait un petit moment que ça ne brillait plus. On appelait le club 1-0 for Arsenal. En gros, c'était un but et basta. On défendait. Et il y avait que la base défensive du club qui était à la hauteur à cette époque-là. Ouais. Thomas, toi, comment t'arriverais à décrire le choc culturel qui a représenté l'arrivée de Wenger? Bah, c'est un choc culturel à la fois parce que le championnat anglais à l'époque est déjà culturellement très nationaliste, très conservateur à la fois dans son jeu, parce qu'il a eu du mal à faire exporter des styles de jeu différents. Il est assez un peu hautain. Il pense que tous les styles de jeu sont moins bons que celui des Anglais, et ça se voit un peu encore dans leur équipe nationale. Mais le choc il se fait aussi parce qu'il y a très peu de coachs étrangers qui viennent jouer en Angleterre. Je crois qu'il y a que 3 coachs avant lui qui arrivent et qui sont, on va dire, des îles anglaises, donc Écosse, etc. Enfin Irlande, pardon. Et en fait, lui, quand il arrive, il vient parce qu'il y a David Dean, qui est l'ancien vice-président là d'Arsenal, qui était une figure très importante du club, qui rencontre un an avant. Et c'est sa femme, à David Dean, qui le croise et qui dit, ce serait bien de changer un peu, d'avoir quelque chose de nouveau dans ce championnat. Et je connais un entraîneur qui est un peu innovant, qui fait des choses un peu différentes. Si ça t'intéresse, tu dînes avec lui, quoi. Et puis David Dean déjeune avec Arsène Wenger, qui était venu voir un match d'Arsenal un an avant son arrivée. Et Arsène, lui raconte un peu tout ce qu'il fait, ses innovations et tout ça, tout ce qu'il fait de nouveau. On pourra peut-être en parler après. Et David Dean, écoute, on va discuter de ça. Ils y travaillent pendant à peu près un an, et puis un an plus tard, Arsène arrive en étant un peu le coup de poker qui vient un peu bousculer les fondations du football anglais, et puis aussi surtout les grosses têtes qui sont là à l'époque, dont Ferguson. Ouais, c'est vrai qu'il a absolument tout changé dans ses équipes, tout ce qui est lié à la récupération, à l'alimentation, etc. C'est vraiment, avant, on avait l'image du footballeur anglais qui s'enquille une pinte de bière avant de rentrer sur le terrain. Et avec un fish and chips dans le ventre. Exactement, ouais. C'est une image qui est encore chère aux Anglais aujourd'hui. On pense à Jamie Vardy qui a une image, au-delà de la qualité que c'est, une image de joueur sympathique parce qu'il boit plein de Red Bull et parce qu'il boit des bières. On constate que lui a changé totalement ça. Il a mis l'accent sur la récupération, sur la mentalité. Il impose une alimentation particulière. C'est le premier changement catégorique. Déjà, les coachs étaient anglais, comme Thomas l'a cité. Les joueurs étaient anglais parce que Larry Bosman, c'est pas si vieux quand il arrive. C'est en 92, il me semble. 95, Larry Bosman. Et donc lui, il arrive en 96, donc c'est tout récent. Il y a Bergkamp qui arrive un an avant. Pour ramener ce côté technique, on va dire, et pour animer la partie offensive du jeu d'Arsenal. Lui, il arrive avec vraiment une structure au niveau récupération, alimentation, qualité d'entraînement. On n'est plus sur de l'amateurisme entre guillemets et de la bagarre, et il essaie de développer quelque chose dans le fond et pas juste en alignant des joueurs sur le terrain, en engageant la mentalité entre guillemets des joueurs qu'il y a à l'époque. Ouais. Omar, est-ce que tu penses que la Première Ligue aurait évolué sans Wenger ? C'est un sacré what if, comme on dit. Je pense qu'à terme, la Première Ligue aurait sûrement évolué, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui évolue, qui se mélange, qui se transforme, encore plus dans une ville comme Londres.
Mais c'est vrai que Wenger est un précurseur. Wenger, c'est aussi si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu compliqué de passer après 2 experts du club, mais c'est le premier entraîneur non britannique, je crois, d'Arsenal, ce que j'ai pu voir. Donc oui, lui, il incarne vraiment une sacrée évolution, une sacrée même révolution dans le foot anglais, qui en plus se réveille tout juste d'une période très très sombre. Je fais une petite aparté Première Ligue. Qui n'était pas la Première Ligue à l'époque, qui était la Première Ligue dans les années 90, mais avant l'existence de la Première Ligue, justement, il y a des clubs anglais qui sont bannis des compétitions européennes pour des phénomènes de hooliganisme, pour énormément de violence. En 90, ils sont réintégrés, donc quand Wenger arrive, ça fait que 6 ans qu'ils sont en Coupe d'Europe. C'est très très peu. La Première Ligue, elle a 4 ans. Elle a été créée en 92, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 92. Donc voilà, on est sur une toute petite ligue très récente. Donc la Première Ligue, on aura peut-être l'occasion d'en faire une émission plus tard, mais c'était à l'époque une énorme structure qui voulait se développer commercialement. Donc lui, en fait, il arrive aussi dans un contexte où le foot anglais fait un peu lui-même sa révolution au final, et lui il profite de ça, mais il va aussi encore plus loin. Vous l'avez dit, je vais juste redire ce que vous avez dit, notamment Nabil, sur l'aspect préparation, l'aspect vision du football, où il apporte justement une plus grande professionnalisation de la préparation du football. Et puis aussi, il a une approche un peu différente, puisque il va ramener des joueurs étrangers, beaucoup de joueurs français, mais pas que, puisqu'on peut penser par exemple à Marc Overmars, qui était arrivé à ses débuts à Arsenal, et donc il va continuer un petit peu comme ça à apporter cette nouveauté, tout en comptant aussi sur ses cadres de l'époque, qui étaient britanniques à l'époque. Tony Adams, Martin Keown, Lee Dixon, et ensuite j'introduis un petit peu la suite, mais ensuite il y aura une plus grande révolution un petit peu plus en profondeur, mais je pense, pour répondre à ta question David, je pense que cette révolution elle se serait faite à un moment ou à un autre, mais que Wenger est sûrement le Christophe Colomb en tout cas de la Première Ligue et du foot anglais. Tu fais bien d'en parler. Parlons du football selon Wenger. Alors bon, je vais faire rapidement un petit point, un palmarès de Wenger, qui est exceptionnel. Wenger, c'est 3 Premières Ligues, 98, 2002, 2004. Il a gagné la Cup 7 fois, finale de Ligue des Champions 2006, finale de la Coupe UEFA, qui est l'actuelle Europa League en 2000. Élu meilleur entraîneur de la Première Ligue sur la décennie 2000. C'est exceptionnel. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qui est vraiment important chez Wenger et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est l'esthétique et l'efficacité de Wenger. Stéphane, pour toi, comment Wenger a-t-il fait passer Arsenal du football physique défensif, donc comme tu le présentais, à un football technique, une référence du jeu technique et collectif? Déjà en formant et en ramenant les profils de joueurs qui souhaitaient pour réaliser ce jeu, il a fait en restant quand même sur la Première Ligue. Les matchs, je me rappelle, contre le Manchester de Ferguson, restaient quand même des combats physiques, et il a mené cette patte technique au fur et à mesure de la préparation. Il a toujours prôné l'esthétique, il a toujours cherché des manières innovantes de l'amener. Aujourd'hui, même à l'heure actuelle, en 2025, quand il fait des conférences et qu'on l'entend parler, il a toujours cette vision de comment un joueur va scanner le jeu avant de recevoir la balle. Et il a fait des études en mettant des caméras plus tard, mais ça a resté dans sa logique, dans sa continuité, en mettant des caméras lors des matchs, des entraînements, pour voir à quel moment le joueur regardait autour de lui avant de recevoir le ballon, par exemple. Et ça a été sa ligne de conduite à laquelle il n'a pas dérogé sur tout son passage à Arsenal, où il a voulu ramener ce qu'il avait découvert en France, ce qu'il a découvert au Japon aussi, en ayant une philosophie bien ancrée à lui, auquel il restait fidèle. Ce qui a un peu porté préjudice par la suite. Mais... Thomas, pour toi, qu'est-ce qui caractérise le jeu d'Arsenal à l'époque? Comment orchestre une équipe de Wenger? Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai, quand on parle d'une équipe de Wenger, on a l'impression que c'est qu'un seul modèle, alors que finalement, le gars est resté 22 ans quand même. En fait, il y a eu plusieurs équipes sous Wenger, et ses premières équipes, celles qui ont gagné le plus, ça a aussi été des équipes qui ont été plutôt réalistes et sur lesquelles il s'est quand même beaucoup basé sur un bloc défensif qu'il a conservé avec des joueurs sur lesquels il comptait énormément. Omar en a parlé tout à l'heure. Et il y a rajouté offensivement des joueurs en qui il a fait énormément confiance, en qui il laissait beaucoup de liberté.
avec beaucoup plus de technique, mais je dirais que sa première partie d'équipe a été une équipe quand même assez réaliste, sur lequel lui il a plutôt travaillé sur l'entraînement, sur la préparation, sur tout ce que tu as dit tout à l'heure, sur la diététique, le sommeil. C'était le premier à installer un psychologue au club, ça a été le premier à travailler avec les jardiniers pour travailler sur la qualité du gazon qui était dégueulasse dans les stades anglais à l'époque. À faire du yoga aussi avec les joueurs. Ouais, bien sûr, parce que en fait, si tu veux jouer un beau football, faut que tu aies un beau terrain. Donc voilà, Highbury, puis ensuite l'Emirates, c'était des terrains magnifiques. Et cette équipe-là, ouais, elle a été marquée par des joueurs avec des personnalités très fortes. Et puis ensuite, progressivement, c'était de rajouter des joueurs qui individuellement étaient capables de faire des grosses différences. Et puis lui, il avait un truc, et puis je pense qu'Arteta un peu gardé un petit peu ça, c'est le côté recyclage. Il aimait bien récupérer des joueurs qui étaient pas forcément top à ce moment-là. On parlera de Thierry Henry ensuite, mais des joueurs qui étaient pas forcément, qui arrivent pas forcément au club en étant au top du top. Et ça, c'était aussi sa grande force, c'est d'aller dénicher des talents un peu partout en Europe et qui allait permettre de compléter déjà un bloc d'équipe qui était très solide. Dans l'histoire d'Arsenal et d'Arsène Wenger, comme tu dis Thomas, il n'y a pas eu grand monde qui est arrivé en étant top joueur ou superstar dans le monde ou celui que tout le monde s'arrache. Et jusqu'à l'heure, ouais, c'est vrai que... C'est vrai que quand on pense aux grands joueurs d'Arsenal, enfin Thierry Henry, il arrive après un échec en Italie. On a Fabregas qui récupère très très jeune, Van Persie qui récupère très très jeune. Ouais, quand même, Omar. Ouais, les seules stars un peu qui sont arrivées, elles sont arrivées plutôt sur le tard avec, moi je pense surtout à Mesut Özil et Alexis, quand ils arrivent dans les années 2013 et 2014, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des joueurs. Ouais, c'est des joueurs qui sont plutôt confirmés sur le plan européen. Il y en a qui viennent du Real, du Barça. C'est vrai qu'avant, j'ai pas le souvenir. Après, c'est vrai qu'on était un peu dans un autre football, mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir de mecs comme ça qui sont arrivés, qui étaient au top et qui se sont plutôt construits à Arsenal. Et c'est un peu là aussi où Wenger a fait un peu copier sa longévité. Il a aussi copié sur les joueurs et sur la confiance qu'il a pu leur faire. C'est-à-dire qu'il a pu travailler avec eux sur la durée, sur prendre son temps avec eux, quelque chose qui peut-être aujourd'hui n'est plus vraiment possible. Et sur la formation, il a mis il a tout révolutionné aussi, pas qu'avec l'équipe première. L'académie, si elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est aussi grâce aux fondations et aux graines qu'il a pu planter depuis son arrivée, parce qu'il a toujours misé sur les jeunes et même les recrues, même si c'était pas formé au club, il y a eu beaucoup de recrues qui arrivaient très jeunes à haut potentiel et qu'il a voulu développer lui à sa façon et à son modèle. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphane, mais je me rappelle de l'interview de Gaël Clichy, tu sais, je sais pas si tu l'as écouté avec Zach Nani. Ouais. Justement, c'est un peu ce qu'il dit. Il arrive, lui, il est pas formé à Arsenal du tout. Par contre, il arrive à Arsenal assez jeune, et tu sens que le gars est forgé à Arsenal, il est forgé à la culture du club, Exactement. alors qu'il n'a pas de lien direct avec ce club-là. Arsenal, pour lui, c'est le club de Wenger à Londres, en Angleterre, mais il n'a pas ce lien. Et justement, ils arrivent à construire ça et à cette espèce de post-formation qui existe, qui les fait entrer dans le moule Arsenal. C'est vachement intéressant, justement, et pour tout club d'ailleurs, de réussir à construire ça. C'est ça qu'il a réussi à mettre en place un modèle, enfin quelque chose. Je sais qu'à chaque fois, sur l'épisode dernier, au sein de la Pépinière, on parlait de la Ligue 1 et du manque de modèle. Arsène Wenger a réussi, lui, à mettre en place un modèle qui fait que les joueurs qui arrivaient à Arsenal rentraient directement dans le moule après parfois 1 an, 2 ans, mais quand ils sortaient, ils arrivaient sur les terrains en Première Ligue. Ils savaient jouer comme Arsène Wenger le voulait. Et quand on parle d'Arsène Wenger, on parle de ses équipes, des joueurs qu'il a pu recruter, Henry, Bergkamp, Pires, Lundberg, etc. Et le point d'orgue d'Arsène Wenger à Arsenal, c'est bien évidemment l'équipe des Invincibles sur la saison 2003-2004, avec 38 matchs sans défaite et une Première Ligue gagnée. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, et Thomas aussi? Déjà, je suis assez fâché contre Xabi Alonso parce que il nous a enlevé ce petit mérite qu'on avait depuis 20 ans en faisant pareil en Allemagne. Je crois que c'était pas arrivé dans les 5 grands championnats depuis. Jamais dans l'histoire, ouais. La Juve l'a fait. La Juve l'a fait? Ouais.
Ok. La Juve l'a fait, je sais plus quand, mais la Juve l'a fait. Attendez, excusez-moi, j'ai coupé, mais je vais aller chercher plus d'infos, je vous le dis. Ok, bon, ça atténue alors. Merci Omar de gâcher le développement, c'est cool. Hein. Non, bah ça va, ça atténue un petit peu alors ma frustration vis-à-vis Grief contre Xabi Alonso. de Xabi Alonso. C'est une saison qui, là, on rentre dans ce que Thomas disait tout à l'heure sur le pragmatisme. Quand on regarde cette saison des Invincibles, c'est une saison qui est invincible, pas parce qu'il y a 38 victoires, mais parce que les matchs qui sont difficiles à les gagner, il arrive à être pragmatique, à savoir ne pas les perdre. Je crois que dans la saison, il y a 11 ou 12 matchs nuls de tête. Ouais. Et du coup, je pense que c'est là où il arrivait, et c'est l'apogée, à allier entre son fil conducteur de l'esthétisme et une liberté devant, etc., mais en même temps d'être pragmatique et de savoir garder un point quand il faut le garder. Quand on regarde sur l'ensemble de la saison, c'est en tout cas mon ressenti que j'ai. Ouais. Après, avec des joueurs offensifs qui ont une liberté avec Pires, avec Thierry Henry, qui, en tout cas avec mes yeux d'enfant de l'époque, m'ont fait vibrer. Bah, il faut aussi noter que cette saison est réalisée contre l'une des équipes qui est les plus performantes de l'histoire, le Manchester United de Ferguson. Toi Thomas, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment tu l'as vécu toi à l'époque? Bah, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on peut parler de mérite aussi grâce à la grandeur de nos adversaires. L'époque Ferguson, c'est le roi, c'est celui qui domine la première ligue. Arsène Wenger va bien l'emmerder pendant quelques années, mais clairement, voilà, il est au-dessus de tout, il est en avance sur tout. Tous les joueurs veulent venir à Manchester, et puis à Manchester, c'est pas le jeu, c'est la victoire avant tout. Et là où il a su gagner aussi ses lettres de noblesse Wenger, c'est justement en battant Ferguson à son propre jeu, à une période où Ferguson est au top. Donc ça, c'est sa grande force. Ce que je dirais aussi, c'est qu'en effet, l'équipe, elle était aussi arrivée à un niveau de maturité, puisque on avait à la fois une équipe qui était très mature défensivement, et offensivement, on avait des joueurs qui avaient été incorporés au fur et à mesure du temps. On en a parlé un petit peu. Bon, on a une saison quand même incroyable, enfin 2 saisons incroyables avec Henry Pires à l'époque, et évidemment celui dont il ne faut surtout pas sous-estimer tout le travail, c'est Patrick Vieira au milieu, qui a été et encore pour les Anglais aujourd'hui qui est une légende. On a Stéphane qui acquiesce, tu le vois pas, mais ouais, je pense que c'est pour moi la pièce maîtresse de tout le système Wenger de cette saison-là. Même si derrière il y a des très solides, devant il y a une efficacité incroyable, mais je pense que les matchs de Patrick Vieira, on se rend pas compte, en tout cas quand on n'a pas regardé, de l'importance qu'il avait physiquement. C'est lui qui imposait et dominait vraiment tous les milieux de première ligue. Techniquement, c'était incroyable. Je pense que c'était le Pogba qu'on a pu voir après, où on a tous été choqués. C'était déjà le cas de Vieira à cette époque-là, qui alliait puissance, vitesse, technique et surtout tactique. Omar, rapidement, toi, comment tu te positionnes par rapport au duel avec Ferguson avant qu'on avance? Moi, j'ai moins de souvenirs que j'avais un regard complètement neutre à l'époque sur ça. Donc moi, c'est vrai que c'est plus des souvenirs un petit peu plus légers, de gros chocs en fait que j'attendais. Je me rappelle qu'il y avait une énorme animosité entre ces deux équipes. Limite, c'est même pas entre Wenger, enfin, je sais pas si c'était entre Wenger et Ferguson, mais plutôt même entre les deux équipes. Je pense qu'on a tous en tête l'accrochage là dans le tunnel avec entre Roy Keane et Patrick Vieira, c'est ces images légendaires. Donc moi c'est un peu une nostalgie que je peux avoir là-dessus sur le foot de l'époque. C'est que ça change des rivalités d'aujourd'hui où les capitaines de Paris et de Marseille vont se faire la bise en rentrant sur le terrain et c'est vrai que ça change de cette rivalité là, c'est sûr. C'est même, je pense que c'est des gars qui sont attachés au club à l'époque. Là aujourd'hui, tu vois, par exemple, je prends juste une toute petite aparté, Eze, qui est un mec qui est 100% gunner pour le coup. Le gars, il a quand même failli signer à Tottenham en fin d'été, et c'est Arteta, je crois, qui va le choper au nez à la barbe des Spurs. Mais voilà, il y a moins cette attache là.
Et le gars joue à Crystal Palace. Mais c'est vrai que oui, moi, j'ai moins ce regard un peu expert que peuvent avoir mes deux acolytes de l'émission d'aujourd'hui. Par rapport à Ferguson, c'est un regard plutôt nostalgique, ouais, puis affectueux sur cette époque-là, ouais. Par rapport à Ferguson, je pense que ouais, c'était vraiment l'opposition de style. Je pense que personnellement, ils avaient rien l'un contre l'autre entre guillemets, mais sportivement, c'était qui allait pouvoir imposer sa philosophie à l'autre. Wenger, c'était plus un créateur et était plus dans l'esthétisme du football et d'avoir son idée du football, alors que Ferguson, c'était vraiment pragmatique, dur, celui qui contrôlait tout. C'était dans les premiers être le vrai manager à l'anglaise qui est en même temps coach, président, directeur sportif, agent et tout ce qui peut être relié à un club de foot. Donc je pense que c'était plus qui arrivait à imposer son style par rapport à l'autre, plus qu'une rivalité plus personnelle qu'on pourrait avoir avec Mourinho par la suite. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, c'est plus avec Mourinho au final qui avait une énorme tension. On l'avait vu à certains matchs où voir cet homme placide et calme qui était Arsène Wenger s'énerver contre Mourinho. Après Mourinho, je pense, ça fait des goupillettes. Je pense que c'était comme un faux calme Wenger. Honnêtement, Wenger, il a l'image de la personne, très digne, etc., très droite. Mais pour moi, j'ai plein de scènes où il prenait des cartons rouges. Il y a la scène quand il va dans les tribunes et bras. C'est pas José non plus. C'est pas José non plus. Mourinho, c'est plutôt le mec calme. Wenger, c'était plutôt le mec calme qui est un peu classe, qui allait pas trop provoquer, alors que t'avais Mourinho de l'autre côté. Après, Nabil, on sait que si on parle de Mourinho, je pense qu'on pourra pas avoir le dernier mot avec toi. C'est que j'ai une tendresse pour Mourinho qui D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse un épisode spécial Benfica pour parler un petit peu, si ça te dérange pas. Ça serait une idée prochaine. Il va pas durer longtemps cet épisode. Très beau club, ça veut dire. C'est vrai. Alors, on sait, aujourd'hui, on peut considérer que Wenger, c'est vraiment l'un des pères fondateurs de la première ligue moderne. Et le symbole des équipes Wenger, le symbole de la domination de Wenger, c'est bien évidemment Thierry Henry. Est-ce que Thierry Henry est le symbole même de la première ligue des années 2000? Est-ce que c'est le symbole même de ce que représentent les équipes de Wenger? Stéphane puis Thomas. Je dirais oui, par le fait que les deux étaient déjà francophones, avaient une relation, je pense, particulière l'un envers l'autre. C'est celui qui a aussi marqué des buts. Quand on regarde toutes les compilations des meilleurs buts dans les années 2000, Thierry Henry apparaît un grand nombre de fois. Thierry Henry, on parlait de faux calme, c'est aussi son tempérament, celui qui ne célèbre pas trop, celui qui est en fait dans la lignée au niveau comportement, au niveau compréhension du foot de Wenger. Je pense que celui qui le représente le mieux. Ouais. Toi, Thomas, qu'est-ce que Thierry Henry représente pour toi? La légende, quoi. La légende, un joueur qui a marqué de son empreinte la première ligue, parce que c'était un joueur exceptionnel. C'était aussi un joueur, malgré son profil qu'on peut faire apparaître souvent comme un pur buteur, c'était un joueur hyper collectif avec une très grande vision de jeu. C'était un joueur qui claquait sans problème plus de 10 passes décisives par saison. On aurait gagné encore plus de première ligue, je pense. C'est quelle saison? Il y a 20 buts, 20 passes D? C'est Ouais, il a le record encore, je crois. Non, De Bruyne l'a égalisé. De Bruyne l'a égalisé au Minson, il met 20 buts, 20 passes. Mais je veux dire, quand t'es égalisé par De Bruyne, je veux dire, alors que t'es un pur attaquant déjà, tu te dis et 20 ans plus tard. Et 20 ans plus tard, c'est surtout quand t'entends les grands défenseurs de l'époque et quand t'entends même aujourd'hui les grands attaquants de première ligue, quand ils te parlent d'une référence, c'est quasiment toujours Thierry Henry. Tu te dis 20 ans après, on parle toujours de lui, donc et puis, quand ça reste la référence... c'est qu'il arrivait à lier à la fois la vitesse, on savait le joueur rapide qu'il était, un joueur de rupture qui pouvait faire des appels en profondeur et déstabiliser un bloc haut. C'était un joueur très technique qui, quand le bloc était plus bas, pouvait revenir, dribbler, passer. Un joueur qui savait aussi s'effacer pour le collectif malgré son ego, qui pensait toujours équipe et le résultat final, comment Arsenal pouvait gagner, plus que lui ses stats personnels entre guillemets. Au-delà même du sportif, Thierry Henry, c'est une image, c'est un maillot, c'est un numéro, c'est une façon de se tenir, on parle d'aura aujourd'hui, mais un espèce de charisme. Si le maillot O2
d'Arsenal est aussi reconnu. Highbury, c'était chez lui. La campagne contre le racisme à cette époque-là aussi. Ouais, c'est vrai. Quand ils ont les bracelets Nike blanc et noir. Exactement. C'est une icône qui passait vraiment partout, que ce soit pour les pubs, mais également pour l'image globale du sport. Omar, avant qu'on avance. Ouais, j'ai une petite question pour mes experts, la Gunner. Henry, il joue à l'Emirates en dehors de son retour là, qui est incroyable face en Cup, il me semble, mais il joue dans son Oui. Il fait 1 an, non? Il fait 1 an, ouais. Ouais, il fait 1 an, ok. C'est 2007 l'Emirates, c'est ça, ouais, Stéphane et Thomas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il fait 1 an. Lui, il part fin 2007 pour Barça, il fait 7-8, 8-9, et puis ensuite il part. C'est marrant, mais tu vois, j'ai aucun souvenir d'Henry à l'Emirates. Par contre, à Highbury, ouais, c'est vraiment son stade. Hein. Ouais, non, mais à Highbury, je peux faire un film de souvenirs d'images de Thierry Henry à Highbury, mais à l'Emirates, j'ai aucune image qui me revient en tête, c'est marrant. À part ce fameux but, justement, qu'il met là, mais c'est son retour quand il est aux États-Unis. En 2012, tout à fait. Incroyable moment, incroyable. Quand on parle de Wenger, on parle aussi d'un modèle qui a ses limites. Wenger, à la fin, c'est un Arsenal qui ne gagne plus. Donc, je sais qu'à partir de 2004 jusqu'à encore aujourd'hui, Arsenal n'a plus jamais gagné de Première Ligue. Le déclin de Wenger à Arsenal, est-ce qu'il tient à sa fidélité au club? Est-ce qu'il est parti trop tard? Est-ce que c'est dû à son incapacité à évoluer dans un football différent? Est-ce que c'est ces joueurs qui sont partis du fait de son manque de résultats? Comment vous l'expliquez, Thomas et Stéphane? Je pense déjà qu'il y a des facteurs extérieurs au club et à Arsène Wenger. C'est qu'il y a Abramovich qui arrive à Chelsea, qui arrive avec beaucoup d'argent, avec des recrues phares, avec Mourinho, on en parlait tout à l'heure. Un peu plus tard, il y a Manchester City qui vient investir. On se rappelle qu'il ramène Robinho dès le début. Le c'est modèle... pas la plus grande réussite, Robinho. C'est pas la plus grande réussite, mais je veux dire, c'était un exemple quand même de transfert qui nous a marqué, comment Manchester City, que personne ne prenait en compte avant ça, il a quand même ramené un petit coup de buzz, on va dire, sur le club. C'est vrai que pour nos jeunes auditeurs, on se rend compte que Manchester City, à l'époque, c'était un club qui était au-delà d'être anonyme. Enfin, c'était un club secondaire, voire tertiaire. Vers tertiaire. Et personne les connaissait, City. Enfin, on les connaissait un peu parce qu'Anelka y avait joué ou a joué. Je me rappelle plus. C'est à ce moment-là, il me semble qu'il arrive justement, c'est au moment il avait joué, c'était un peu avant. C'était le sponsor Thomas Cook à l'époque. Thomas Cook, ils sont là. Ils sont là, Thomas Cook. C'est quand ils arrivent. Ils prennent Robinho, ils prennent Joe. Oui. Et ça, ensuite, il y a Compagnie. Il y a Robinho, d'ailleurs, qui pensait signer à United. Ouais, exactement. J'ai écouté ça. Son agent l'a un peu foué. Ouais. Donc, juste pour finir, je pense que du coup, il y a l'aspect extérieur qui est en premier point avec des équipes qui s'améliorent, qui suivent aussi son modèle. Et derrière, il a gardé, à mon sens, trop longtemps cette ligne de conduite en étant plus pragmatique, en voulant garder tout ce qui a fait sa réussite au niveau des jeunes, au niveau de la formation, des nouvelles recrues à fort potentiel, sans parvenir à un moment donné à se dire ok, il faut qu'on investisse. Et le troisième élément que je voudrais dire au niveau des limites, c'est quand même la construction du stade. Justement, on parlait de l'Emirates qui arrive, donc les caisses aussi sont plus vides. On a une difficulté à investir massivement quand les autres concurrents arrivent à acheter des joueurs au prix fort, et donc il est obligé, et c'est ce qui faisait sa fierté aussi, il a pas que subi, il disait toujours de s'autosuffire en vendant quelques meilleurs joueurs et en ramenant des jeunes pépites. Donc on est rentré dans un autre modèle au final de club. Thomas, comment tu te positionnes? C'est exactement ça. Je prends la suite de ce que dit Stéphane. Le gros événement quand même qui va vraiment faire évoluer le management de Wenger, c'est l'Emirates, parce que l'Emirates concrètement ça va plomber les finances. Les Wenger déjà à l'époque commencent à se réfléchir à savoir s'il veut partir ou pas, et les responsables de l'époque, dont David Dean, dont j'ai parlé au début, en gros lui disent si on construit l'Emirates, on te demande un engagement de rester au moins jusqu'à la fin de la construction, à la fin du remboursement du stade, et on veut également que tu te qualifies en Ligue des Champions tous les ans pour pouvoir maintenir à ce niveau-là. Ouais, donc un peu compliqué. C'est très dur, il y arrive, mais le problème c'est qu'il va annoncer dès cette période-là
l'Emirates, c'est 2006, hein, c'est pas 2007, j'ai vérifié. Mais en gros, à partir de 2006, déjà, il commence à annoncer à ses meilleurs joueurs, Henry, Vieira, etc., que concrètement, leur projet, c'est d'être qualifié en Ligue des Champions. Il sait très bien qu'il pourra pas rajouter de grands joueurs. Et c'est à partir de ce moment-là que si ces joueurs-là vont commencer à dire, bon, bah, je sais que je ne vais plus gagner à Arsenal, donc je vais partir, et les meilleurs joueurs vont partir progressivement. Et c'est aussi à cette période-là qu'Arsène va faire entrer beaucoup plus les jeunes. Et ça a été vraiment l'ère des baby gunners qui vont arriver à ce moment-là. Avec cette leur en tête donner du d'affiche. pouvoir. Avec qui Avec cette Fabregas en tête Ouais, tout à d'affiche. fait. Fabregas qui part, on a Van Bien Persie. Van Non, Persie. Fabregas, c'était encore là, justement, c'est la tête d'affiche Ah oui. de ce renouveau Des Baby Gunners, ouais. des Baby Gunners, Et quoi. après, C'est ça. Bah, je sais qu'on a, tu disais, tous les joueurs qui partent, bon, Thierry Henry, après, bon, je pense qu'il avait fait son temps à un moment Thierry à Barcelone, Arsenal. il y a Patrick Vieira qui part à la Juve, si je dis pas de bêtises, Ouais, ou à la l'Inter Juve, en puis- premier. Non, à la Juve, puis à l'Inter. Quand c'est la ça. Juve est rétrogradée, C'est il ça. part à l'Inter. On a un peu plus tard, pour moi, vraiment un symbole d'Arsenal qui n'arrive plus à conserver des joueurs et les joueurs savent qu'ils gagneront pas Arsenal. Donc en fait, ils font des piges à Arsenal et ils partent, parfois le cœur brisé, mais ils partent. On a Van Persie, Fabregas, Nasri, Ashley Cole un peu ça. plus tôt. Enfin, c'est quand même des joueurs majeurs, hein, parmi les meilleurs joueurs du monde à l'époque et qui restent Et pas. tous ceux que tu cites gagnent des titres dès les 2 premières saisons et quittent le club au final. Donc ouais, c'est un symbole d'Arsenal un peu loser. Enfin, je sais qu'à l'époque, je prends des statistiques, on a en 2014 le 1000e match d'Arsène Wenger à la tête d'Arsenal. Il joue contre le Chelsea de Mourinho, son deuxième grand antagoniste en Angleterre, et il prend 6-0. Tout un symbole. Ah oui, il était horrible ce match. Il était horrible, et puis c'est vrai que c'est le croisement, en fait, quand il finit de construire l'Emirates, qu'il a son projet Baby Gunners, que les joueurs partent. Ça y est, le stade est terminé. Je crois que c'est 2012 ou 2013, quoi. Le stade est fini de financer. Donc là, on va réinjecter. Vous vous souvenez, les pancartes à l'époque dans le stade, c'était spend our money, c'était dépense notre argent. Ouais. Et encore, il n'est pas encore fini de rembourser. C'est pas le remboursement qui est fini, c'est juste que comptablement, on a fini de l'amortir. Donc en fait, au niveau comptable, C'est on ça. peut se permettre de relâcher un petit peu d'argent. Tout à fait, t'as raison. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a les gros investissements. On en a parlé, Özil, Sanchez, etc. On va réinvestir massivement. Et le problème plutôt à l'époque, c'est de se dire, en fait, il faut rattraper le retard qu'on a pris sur des équipes qui se sont constituées. On parle notamment de Mourinho, mais on peut en parler de d'autres aussi. United aussi est toujours très fort à l'époque. Et finalement, on a beaucoup de temps à rattraper. Là où le modèle de Wenger, on voit les limites du modèle de Wenger, c'est surtout qu'à ce moment-là, on se rend compte que le football a changé. Et du coup, et Wenger, il se retrouve un peu avec son vieux modèle, c'est-à-dire que Wenger, il gère tout de tous les domaines du club, alors que tous les clubs à côté de lui, ils ont des staffs de malades, ils ont des staffs qui se sont vraiment développés, et lui, il se retrouve à tout gérer. Donc en fait, il est à moitié en burn-out. Il y a une année, je crois, il y a un été où il y a un arrêt maladie parce que vraiment il tombe très 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 mal, parce qu'en fait il peut plus tenir ce rythme-là avec tout le monde, et lui il va rester un peu borné là-dessus. Et en fait, tout va un peu s'effondrer autour de lui parce qu'il ne comprend plus le football moderne. Et ça a été un petit peu long sur la fin avant qu'il comprenne et qu'il réalise que c'était fini pour lui, quoi. Omar, un mot pour conclure cette partie? Non, je pense que Stéphane et Thomas ont dit beaucoup de choses intéressantes et que j'avais aussi prévu de raconter. Il y a aussi un fait, il y a un truc qui me revient sur Wenger, c'est que c'est aussi un peu le dernier rempart du football des années 90-2000. Comme disait Thomas à l'instant, il contrôlait tout, mais il refusait aussi certaines méthodes qui aujourd'hui sont complètement normales, savoir travailler directement avec certains agents. Quand on voit que des clubs comme Wolverhampton sont uniquement dirigés par Jorge Mendes, lui il a par exemple refusé tout ce travail-là. Il voulait continuer justement à prêcher pour un club familial, pour un club dans lequel on pouvait prendre le temps de s'y construire et de construire un projet, chose qui aujourd'hui dans le foot moderne est absolument impossible. Enfin, on le voit, Nabil, on s'est échangé rapidement tout à l'heure sur Twitter, Xabi Alonso qui a déjà un peu chaud pour son poste, tout simplement parce que les méthodes sont soi-disant un petit peu trop raides. Lui, il avait un peu le temps. Et il y avait aussi un élément qui est assez important, c'est qu'en 2011, Arsenal, du coup, il y a des nouveaux investisseurs à partir de la fin des années 2010. Et en 2011, il y a le rachat du propriétaire actuel qui est Stan Kroenke, la famille Kroenke. J'ai plus mes petits chiffres. Voici pour quasiment 600 millions de livres. Et en fait, c'est qu'à l'époque, il a que 60% du club, la famille Kroenke.
Et il y a un deuxième actionnaire qui est Ousmanov, un russo-ouzbek. Et en fait, il y a aussi une guéguerre interne entre ces deux personnages qui bloque aussi beaucoup d'investissements et la façon de travailler du club. Ce qui fait que Wenger se retrouve aussi pris en étau de, non seulement il refuse ce foot moderne, mais aussi le foot moderne, en fait, le loup est dans sa propre bergerie. Et du coup, forcément, ça casse. Et en plus, une double tête, on l'a vu plein de fois, hein, c'est pas quelque chose qui est extrêmement viable à long terme. Et la preuve, Arsenal s'est fait complètement prendre à son propre piège par ce fonctionnement-là et qui a touché même au-delà de Wenger, hein, puisque on en parler après. Ça a aussi impacté le développement sur plusieurs années. Et aussi, Thomas, un petit point, c'est vrai que moi aussi, mon club a été concerné par les constructions de stades. En fait, on fait miroiter beaucoup de choses au club. Là, je parlais un peu avec le cœur. On fait miroiter beaucoup de choses aux supporters. Et au final, le stade, c'est très, 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 très long à amortir, très, très long avant que ça soit rentable. Et Arsenal l'a payé très clair. Okay, merci beaucoup, les amis. On va passer à la deuxième partie. Comme vous le savez tous, l'après Wenger à Arsenal a été assez catastrophique. On est vraiment passé par une phase où Arsenal s'est terriblement affaibli. Arsène Wenger a laissé le vide et la confusion. Pourquoi Arsenal a-t-il autant souffert à la fin de l'ère Wenger et comment on peut expliquer cet adonnement? Thomas, est-ce que tu veux commencer? Ouais, c'est un petit peu la suite que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Wenger se rend compte que son modèle il est très très vieillot et puis faut récupérer ça quoi, Unai Emery arrive et en fait il récupère toute une organisation de club qui est un peu vieillotte, qui est un peu en retard sur tout un tas de choses et qui n'est plus en lien avec le football moderne. Et Emery c'est quelqu'un qui a besoin de repères dans un championnat qu'il ne connaît pas, avec une équipe qu'il a récupérée, qui n'est pas forcément construite sur son style de jeu. Omar en a bien parlé aussi. Il y a aussi beaucoup de blocages au niveau de la direction sportive qui vont se délier progressivement, notamment grâce à Tim Lewis qui va faire rentrer complètement les Kroenke. Et heureusement parce que Ousmanov est parti à Everton après et on a vu le bordel la que suite c'était. est pas jolie. C'est ça. Donc non, c'est cette transition qui est un petit peu lourde en termes d'organisation de club. Et ça va être le gros travail ensuite d'Edu qui va arriver par la suite et qui va faire un peu ce grand ménage, mais ça va prendre du temps. Même on a l'impression que vraiment Arsenal perd son identité. Enfin, on a Emery qui, pour un petit rappel, Emery qui a connu énormément de succès à Séville avec 3 Europa League au Paris Saint-Germain. Bon, c'est il nous emmène comme en finale d'Europa League. Exactement, en 2019, c'est ça. Emery. Ouais, contre Chelsea, c'est ça. On en prend beaucoup au final, mais... Ouais. Donc, un bilan en demi-teinte au Paris Saint-Germain. Bon, avec évidemment, c'est l'entraîneur sur le banc pour la remontada. Il vient à Arsenal ensuite pour reconstruire. Comment expliquer qu'Arsenal devient une équipe croit sans boussole, une équipe qui perd son identité? Stéphane, comment tu l'expliquerais? Au-delà de tout, c'est quand tu perds Arsène Wenger et que c'est quelqu'un qui a tout géré pendant 22 ans au club. C'est que derrière, il y a personne en fait qui a rempli ce rôle pendant ce temps-là. Donc quand tu enlèves la seule repère boussole qui lui-même était déboussolé sur la fin, c'est compliqué. Unai Emery, il arrive où il y a quasiment tout à refaire pour un club de ce niveau-là, avec des attentes et des ambitions. Est-ce que tu penses que c'est Wenger qui a mal préparé sa sortie, ou est-ce que tu penses que c'est le club qui a mal préparé la sortie de Wenger? Enfin, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux, c'est un mélange des deux. Wenger, en se rendant compte que son modèle ne tient plus, donc c'est à ce moment-là, comme Thomas nous l'expliquait, qu'il se dit que c'est le moment de partir. Et le club également n'a pas imposé à Wenger sur les 3-4 dernières années de relancer une nouvelle dynamique et avec du coup les petites guéguerres en interne, avec je sais pas si c'est l'ego des uns et des autres, mais de commencer à lui dire de déléguer et à préparer déjà un nouveau staff pour que l'après Wenger soit et des bases assez solides. Là, quand Unai Emery il arrive, pour être clair, il y a aucune base. Le club est dans un flou et à la dérive complète. Toi, Omar, en tant que personne qui n'est pas supporter d'Arsenal, est-ce que tu penses que l'héritage de Wenger était un poids pour les successeurs, ou bien tu penses que c'était une base sur laquelle ils auraient pu une base sur laquelle ils auraient pu s'appuyer pour avancer?
En fait, j'ai envie de te dire, ça peut être un poids si... déjà, c'est toujours compliqué de passer après un tel monument, mais la fin de Wenger, et là, pour le coup, je laisserai mes compères me corriger si je dis une bêtise, j'ai l'impression qu'Arsenal, la fin de Wenger, auprès de l'opinion publique, elle n'est pas très bonne. Donc, je pense qu'ils attendaient un petit peu de renouveau. Donc, je pense que ça atténue un petit peu, contrairement à Ferguson, par exemple, où tu arrives, c'était hyper compliqué, même s'il y a beaucoup à dire en interne. Je pense que Wenger, c'était un petit peu plus simple, et je mets des guillemets dans ce que je dis pour atténuer, parce que c'est jamais simple de passer après Wenger, comme je le disais. Là où je pense qu'il y a eu, enfin, ce qui est compliqué en fait pour Emery, c'est que je pense qu'Emery n'est pas forcément un entraîneur pour ce type de club. On l'a vu par la suite, hein, c'est un mec qui a plutôt gagné avec des clubs secondaires, mais bon, il a fait des très très bonnes choses. Et surtout, comme Thomas le disait, il y a un problème structurel dans le club. Je l'ai aussi annoncé un peu avant, avec voilà, un impact, comment dire, un environnement de travail qui n'est pas très bon, avec des personnes qui sont dans le club mais qui ne permettent pas de bien faire avancer le projet. Thomas a parlé d'Edu. Edu, au début, il était très très décrié parce qu'il a travaillé beaucoup avec des agents, notamment Kiajo Rapchian, qui est, comme dit Romain Molina, le playboy de Téhéran, qui n'a pas travaillé de manière très très comment dire Clean. collective. Et du coup, forcément, Emery, un contexte comme ça, c'est très compliqué. Après, je pense que du coup, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Au contraire de ça, Emery était peut-être fait pour nous parce qu'on était un club de seconde zone à l'époque. La chose, c'est que dans la vision de tout le monde, et dans notre imaginaire, on était encore un club. Arsenal était encore un club de première zone. Et fallait se rendre de la réalité des choses en disant qu'on est peut-être un club de seconde zone, comme Emery a l'habitude d'entraîner. Et finalement, il aurait fait un bon boulot si on était conscient, entre guillemets, à l'époque, Arsenal n'était plus le club qu'il était. Thomas, ton sentiment? Ah, pardon. C'est difficile c'est difficile d'être conscient, en fait, de ça, de ton déclassement. Mais sur le fond, ouais, je suis d'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'au final, Thomas parlait des stades tout à l'heure, mais au final, tu construis ton nouveau stade. Pendant 10 ans, t'as dit, ouais, le stade, ça nous permet de rivaliser avec City, de rivaliser avec Abramovich. Et puis au final, non, pas du tout. Et il y a tout ce décalage en fait qui se fait. Mais oui, Emery aurait pu l'être. Peut-être avec un club plus sain intérieurement, ça aurait pu l'être. Après, qu'en général, j'ai vraiment l'impression que tous les clubs qui construisent des stades pour eux, ils ont une phase où c'est compliqué. On pense à l'OL, mais après il y a le Covid qui est passé par là. On a la Juve qui a eu des moments compliqués. On a Arsenal, on a d'autres. Même en France, hein. En France, on Valenciennes, Le Mans. On parlait du Mans la dernière fois, qui a quasiment plongé, ouais. Il y en a qui ont coulé. Alors il y en a qui ont coulé comme Bordeaux, mais c'est pas Bordeaux aussi, ouais. Mais c'est pas forcément à cause du stade. Mais oui, les stades, c'est un coût incroyable. Le stade, c'est dingue. Quand on parlait de renaissance, qui est un élément important de l'Arsenal qu'on a aujourd'hui, Thomas, toi, comment tu qualifierais cette renaissance et à quoi est due cette renaissance? Est-ce que c'est l'influence d'Edu? Est-ce que c'est l'arrivée d'Arteta? Comment toi tu t'expliquerais cette renaissance? La renaissance, elle est venue, on en a parlé tout à l'heure, les Kroenke, concrètement les Kroenke, comme ils disent les Américains, c'est un père et son fils, Stan et Josh, qui arrivent des États-Unis et qui ont un modèle de réussite à l'américaine. Leur modèle, c'est de reconstruire, de rebâtir des équipes qui ont été à un moment donné dans le fond un peu des championnats. Ils ont récupéré les Rams à la NFL, ils ont récupéré les Nuggets en NBA, ils ont récupéré plusieurs équipes. Et leur projet, c'est de rebâtir à partir de très jeunes coachs, de direction sportive très jeunes, avec beaucoup de talent. Et en fait, ils vont reconstruire, ils vont rebâtir vraiment du bas, avec un projet souvent sur 5 ans. On a souvent parlé du process, de process, etc. C'est vraiment de partir du principe qu'on reconstruit depuis les bases. Donc il y avait peut-être une analyse qui est un peu plus lucide de leur part quand ils arrivent, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que non, l'après Wenger, c'est pas du win now, c'est pas du juste après Wenger, il faut qu'on gagne tout de suite parce que ça c'était illusoire. Il y avait trop de choses qui devaient être reconstruites de la base, et c'est peut-être que cette analyse
ce manque de lucidité dans l'analyse que United a manqué dans sa reconstruction après Ferguson. Et c'est vraiment les Kroenke qui l'ont installé. Les Kroenke, concrètement, ils attendent rien avant 5 ans. Et c'était vraiment leur projet. Alors, Arteta gagne très vite avec vraiment le grand Aubameyang qui nous sauve là-dessus avec notre cup en 2020. Mais concrètement, c'était pas une équipe qui était construite pour gagner tout de suite. C'est une équipe qui était là pour se rebâtir, pour repartir avec un staff, pour repartir avec un coach qui avait besoin de marque, avec des joueurs qui avaient besoin d'évoluer ensemble. Et à l'époque, d'ailleurs, il a assez peu de marge quand même par rapport aux joueurs qu'il prend. Et Doug fait quelques mauvais choix. Il fait des choses intéressantes, mais il fait aussi des mauvais choix. Mais faut vraiment pas sous-estimer l'impact de la direction sportive à l'époque, parce que même après plusieurs années compliquées, Arteta, il finit 8e plusieurs fois. Il est vraiment... 2 fois, il me semble. Ouais, il finit après 5e, il passe de peu à côté de la Ligue des Champions, en s'écroulant en fin de saison. Enfin, à Tottenham en plus. À Tottenham en plus, 3-0 là-bas. Ce match-là, on prend le rouge début du match et on prend le 3-0 là-bas, qui les relance pour la dernière journée. Ouais. C'est horrible, mais en même temps, mais en même temps, tout le monde s'attend à ce moment-là à ce que Arteta saute. Même on se dit, mais c'est sûr qu'il va sauter, parce que ça va faire 2 ans, 3 ans qu'il est là, il arrive toujours pas à revenir, et puis quand t'es Arsenal, t'as envie de vite revenir dans la course au titre, et on l'est pas encore. Et les Kroenke, contre toute attente, à l'époque, vont le conserver, vont lui dire non, t'inquiète pas, ça fait partie du process. Donc il y a quand même une grande vision quand même, malgré tout, malgré les Kroenke ont fait des conneries aussi, hein, la Super League et tout ça c'est pour eux. Voilà, ils ont fait quelques belles conneries, mais on peut pas leur enlever la vision qu'ils avaient du club et qui a permis de repartir vraiment sur des bases plus saines, avec un coach sur lequel ils ont misé. Franchement, fallait miser dessus, hein, parce que coach adjoint de Guardiola, qui avait aucune expérience en tant que coach principal, voilà, prendre tout ça, c'est quand même assez fou. Donc c'est vraiment cette vision-là, pour moi, qui a été... Mais avec un peu d'intelligence, avec le recul, parce que c'est quelqu'un qui a évolué sous Wenger, qui a la connaissance du club, et qui a été, entre guillemets... qui a fini sa formation avec Guardiola. Donc je pense que c'était les 2 modèles que Arsenal pouvait suivre. Honnêtement, le choix est bon. Donc je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que la direction sportive a fait un très bon boulot pour remettre des bases saines, et Arteta a fait un énorme boulot, lui, de son côté sportif, de son côté institution et de son côté rigueur. Aujourd'hui, quelque chose qui manquait, c'est que tous ceux qui venaient, soit Arsenal était un tremplin, ou on était encore... et ça n'attirait plus de grands joueurs, ça attirait que des gens qui voulaient se montrer en première ligue dans un club qui avait encore la cote, entre guillemets. Là, il a ramené une sorte de discipline. Quand Aubameyang, il est capitaine, il est déchu de son capitanat. Ozil aussi. Ouais. Ozil aussi, qui, à partir du moment où le comportement n'y est plus part. On a le cas Guendouzi, même si c'était pas une grande star, mais qui, avec un mauvais comportement, était titulaire quand même à cette époque-là, est mis dehors. Et je pense que d'avoir remis un cadre dans le club sur la partie sportive a aussi amené de la discipline et a fait en sorte que les gens soient attirés de nouveau pour venir dans le club. Omar, rapidement. Oui, non, je voulais dire que en plus c'était intéressant. Vous parliez du profil d'Arteta. Effectivement, c'est un joueur formé à Wenger et un coach formé à Guardiola. Donc, je trouve qu'il y a aussi une philosophie derrière ça. On n'a pas pris un mec juste pour prendre un mec ou parce qu'il était en lien avec le club. On a pris aussi un gars qui représentait quelque chose pour Arsenal, mais aussi qui avait des idées derrière pour justement mener peut-être le club sur, comme tu disais Thomas, un projet sur plusieurs années. Ouais, mais les gars, là, je vous coupe rapidement. On en parle aujourd'hui comme quelque chose qui était inné. Enfin, c'était hyper attendu à l'époque. Quand Guardiola prend le poste, tout le monde se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on dit Arteta. C'est Arteta. J'ai dit quoi? Guardiola. J'ai dit c'est un homme qui m'obsède. Il disait quand Arteta prend le poste à l'époque. Enfin, aujourd'hui, on en parle comme une réussite parce que bon, il a réussi à remettre des fondations dans le club. À l'époque, Arteta, c'est quelqu'un qui a aucune expérience, c'est quelqu'un, on ne sait pas si ça va réussir, le club va mal, il a aucune, Non, on parle pas de certitude. Là, c'est pas en étant certain, mais avec le recul, c'est vrai que quand on regarde le profil de l'homme en tant que tel, enfin du personnage, quand on regarde le profil footballistique, effectivement, le choix est judicieux. Mais ça, on le dit maintenant que effectivement les résultats sont là.
là où la direction était forte, comme Thomas le disait, c'était de le maintenir au moment où on attendait quelque chose de rapide et quelque chose on veut de l'immédiat. Et puis il a pris des décisions fortes. On a les jeunes mis en avant, Saka, Martinelli, Smith Rowe qui a un peu moins marché à Arsenal. On a Odegaard qui fait passer capitaine. Enfin, quand même. Enfin, il y a. Et il y a beaucoup de choix que moi-même en tant que supporter, il y a des choix que je trouve incompréhensibles au départ et qui s'avèrent à la fin où je me dis bon, ok. Aubameyang, qui est meilleur buteur de première ligue une saison. Je crois 1 ou 2 saisons après, il le dégage. Enfin. Il y a Aubameyang, mais il y a par exemple quand je me rappelle que Odegaard avant d'arriver à Arsenal, il fait une saison en prêt déjà. Ouais. Et sa saison en prêt, moi honnêtement en regardant les matchs, je le vois pas au-dessus. Quand je vois qu'on lâchait définitivement, je me dis qu'est-ce qu'on fait? Et qu'un an plus tard on le met capitaine, et au final oui, mais cette vision-là et ces choses-là, il y a eu beaucoup de choix, ça c'est qu'un exemple, il y a eu beaucoup de choix où je me suis dit mais qu'est-ce qu'Arteta il fait? Il y en a eu des mauvais aussi, mais... Ouais. Et c'est pas que Arteta, c'est aussi on l'a mentionné, mais on a une restructuration aussi du club avec aussi une direction sportive, je pense, qui est plus forte et qui permet aussi à Arteta de pouvoir instaurer ses choix parce qu'il y a un travail en cohésion, un travail main dans la main. Bien et sûr. Aussi une confiance de la part de l'actionnaire envers Arteta. Donc en fait, Arsenal aujourd'hui, on parle souvent de la colonne vertébrale sur le terrain, mais il y a une colonne vertébrale dans les coulisses qui est extrêmement solide et qui permet en fait à ton club, quel qu'il soit d'ailleurs, de bien fonctionner. Un club qui n'a pas cette forte structure interne, il pourra jamais fonctionner. C'est ce qui a manqué à Arsenal et c'est ce qu'il a retrouvé. Et bam, comme par hasard. Et ben aujourd'hui, Arsenal, c'est du top 3 européen, je pense, et peut-être pas 3e à l'heure actuelle. Et c'est tout à l'honneur de non seulement des Kroenke, mais aussi de Tim Lewis, comme tu as mentionné son nom. Parce qu'on a quand même continué à couler malgré l'arrivée d'Arteta. Quand lui il arrive, il y a encore 1 ou 2 ans où on continue à s'enfoncer un petit peu dans ce qu'on est. C'est même un peu si comme Klopp à Liverpool, hein, où il galère un peu au début. Quand il arrive, le club... mais avec justement le sérail, du travail, d'une restructuration, ça a porté ses fruits. Et je trouve que c'est cool de voir ça, malgré tout, malgré mon amour pour Arsenal, de voir en finale que, justement, en fait, ça fait un peu référence à Wenger. C'est-à-dire qu'on a laissé le temps, mec. On a repris un petit peu ce lien avec le Arsenal de Wengerien. On a laissé le temps, on a pris un projet, on a laissé le mec travailler. Ça a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner, mais lui, on lui a laissé le temps de travailler dans ce football moderne qui... Et lui-même a évolué au fur et à mesure. Et le Arteta il y a 5 ans n'est plus le même du tout. La transition toute trouvée. Je sais que Thomas, tu voulais en parler. Bien joué, Stéphane. Non, bien joué. Thomas? Ouais. C'est cette transition, en effet, c'est vrai que c'est la... Tout à l'heure, on a parlé des influences d'Arteta, on a parlé de Wenger, on a parlé de Guardiola. C'est vrai qu'il s'inspire beaucoup du jeu de Guardiola, notamment en lui piquant quelques joueurs, des joueurs qui ont beaucoup changé aussi notre façon de jouer, entre une façon un peu pragmatique au tout début. Ça n'a pas hyper bien marché quand même. Si, les débuts de Zinchenko, de Gabriel Jesus, au tout début, ils font du bien. Après, oui, sur le long terme, aujourd'hui, non, mais sur le court terme et dans ce que Arteta voulait instaurer, je pense qu'ils ont été une bonne bascule aussi pour... Bien sûr. Instaurer des bases. La mentalité, c'est 2 joueurs qui sont très importants, qui viennent d'une équipe qui gagne tout le temps. À l'époque, c'était un peu Arteta, il a une équipe, mais il a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de gagner, ils savent pas comment faire. Ils explosent mentalement en fin de saison dès qu'il y a des choses importantes à jouer. Donc, c'est aussi la volonté de les faire rentrer pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré quand il arrive de coach par le passé. On a parlé de Guardiola, on a parlé de Wenger. Il y a un autre coach qu'il mentionne souvent comme étant un mentor, c'est David Moyes, qui lui vraiment... Qu'il a eu à Everton quand il était joueur, c'est ça? Ouais. C'est ça, et il en parle beaucoup, hein. C'est vraiment une influence importante, et je pense que c'est une influence importante dans le retour au pragmatisme, au côté rationnel. Moyes gagnait avec beaucoup de réussite sur des équipes fortes, sur des équipes solides mentalement et qui n'étaient pas forcément flamboyants dans le jeu. On le voit même cette année et la saison passée notamment, où malgré des blessures, malgré tout un tas de choses, on est beaucoup plus pragmatique dans le jeu. Cette Peace FC, le FC Corner maintenant, c'est un peu notre surnom, mais c'est le côté vraiment, on s'en fout de la manière. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner et non pas parquer le bus, parce que ça c'est un petit peu une façon un peu simpliste de voir notre défense, mais en tout cas d'être beaucoup plus pragmatique, et c'était une révolution importante. Guardiola en parlait de l'influence de Arteta lorsqu'il était son adjoint.
justement, il disait que une des raisons pour laquelle City a beaucoup performé dans son staff, c'était Arteta, parce qu'Arteta qui a eu l'expérience en tant que joueur, l'expérience avec lui au fur et à mesure sur le banc, il disait que quand il arrivait dans n'importe quel stade de Première Ligue, il connaissait exactement l'ambiance, l'atmosphère qu'il y aura, les sensations et les choses qui sont entre guillemets indescriptibles au niveau de la vidéo, des choses comme ça. Arteta lui a apporté à Guardiola toutes ces choses-là quand lui arrive en Angleterre, mais surtout pour continuer à gagner des titres. Donc c'est une chose qu'Arteta, lui, en tant que coach, du coup, avait cette expérience-là. Puis deux petits points importants, moi, sur le pragmatisme qui est assez intéressant dans ce que vous développez. Je sais que les gens qui regardent Arsenal toutes les semaines disent Arsenal joue bien, etc. Face à un jeu chiadé. Pour les gens qui regardent que les gros matchs d'Arsenal, Arsenal, c'est une équipe qui joue extrêmement mal, qui va chercher le 1-0, etc. Et justement, du fait du pragmatisme, qui est la philosophie d'Arteta aujourd'hui. Arteta, quand on parle de gros matchs, l'année dernière contre le Real ils ont très bien joué, mais quand on parle de gros matchs en Première Ligue, souvent Arsenal verrouille pour moi. Non, je trouve qu'il y a une maîtrise. Déjà, si on regarde sur le mois qui vient de se passer, par exemple, quand il y a la stat qui est folle, qu'on concède aucun tir cadré, c'est que tu peux pas mettre le bus entre guillemets, si dans l'image collective c'est ça, mettre le bus et ne concéder aucun tir cadré. Ça veut dire que Arsenal a eu la possession du ballon, Arsenal a quand même joué haut et a quand même défensivement empêché quelqu'un juste de tirer, on parle pas de. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, quand on parle des gros matchs, là ça a sauté avec le match de Liverpool en début de saison, on perd sur le coup franc à la dernière minute. Ouais, tout à fait. Mais avant ça, il me semble que ça faisait plus de 2 ans ou 2 ans et demi que Arsenal n'avait pas perdu contre les clubs du top 4. Ouais. Et ça, on peut pas dire que c'est en étant friable. Le dernier match à l'Emirates entre Arsenal et City, c'est plus Guardiola qui met le bus. Ça, c'est vrai que c'était vraiment une bascule dans l'affrontement Arsenal-City pour moi. Ouais. Haaland qui joue numéro 6. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est le plus Arsenal qui a eu une maîtrise que Arsenal qui refuse de jouer. Parce que moi, sur les dernières années, bon, après, Omar en tant que grand hater d'Arsenal, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir rebondir. Mais moi, je sais que quand je regardais les chocs de Première Ligue l'année dernière où Arsenal était une des équipes, je me disais, bon, ça va être top. En plus, Arsenal, moi, tous mes amis qui m'en parlent, c'est un super jeu. Et au final, je me retrouvais devant un jeu qui se terminait, soit sur un corner où il y avait un défenseur qui mettait un spire au gardien adverse pour marquer, etc. Mais parce que tactiquement, aujourd'hui, une équipe qui va jouer haut, ça soit contre City, contre un peu moins Liverpool cette année, mais City ou Arsenal, il va se faire trouver parce que les sorties de balles sont trop exceptionnelles et je pense que ça va être pareil pour dans les matchs, dans les confrontations directes. Aujourd'hui, un City ne vient pas presser non plus Arsenal de la même manière qu'ils vont sortir sur j'allais dire Bournemouth, mais ils font une bonne saison cette année, mais sur Wolverhampton par exemple. Ouais. Thomas, pour conclure, est-ce que cette année c'est la bonne? Oui, bien sûr, c'est la bonne. Faut toujours y croire chaque saison, mais non, je pense que la grosse différence, c'est notamment notre mercato qui nous a permis d'une part de conserver des très bons joueurs, de conserver des joueurs qui font toute la solidité défensive. C'est long de gagner en automatisme aussi dans l'animation défensive, mais c'est surtout un banc de grande qualité qui nous permet de mieux gérer les blessures. Je pense que l'année passée, on aurait pu aussi jouer le titre un peu plus longtemps sans les blessures. On le voit encore cette début saison, ça c'est quand même un gros problème sur lequel il faudra travailler aussi. Mais non, je pense qu'il y a aussi une forme de maturité collective, une envie retrouvée entre les joueurs et puis la continuité, ce que Slot n'a plus il a un peu profité de la fin de Klopp, mais ça y est, là c'est fini, tout ça s'écroule. Et puis Guardiola, même s'il va encore nous faire peur jusqu'à la fin de la saison. Je sens un sourire dans la voix quand tu parles de la fin de Liverpool. Ouais, ça fait du bien. Je sens un petit sourire en coin là, Thomas. Oui, ça reste 2 équipes. Tu sais, quand t'as parlé des grands chocs de Première Ligue, je pense qu'on a peut-être encore un petit complexe face à ces 2 équipes-là, qui fait qu'on n'arrive pas à jouer vraiment libéré sur ces chocs, alors que sur d'autres, on est prend plus de risques, on joue un peu mieux. Je pense que les matchs où on s'éclate un peu plus, c'est quand même des matchs plutôt contre les équipes du milieu de tableau. Mais contre ces équipes-là, on a un petit complexe encore. J'ai l'impression, on n'arrive pas à se lâcher, à se libérer, parce qu'on sait trop que les points, ils vont être importants. On préfère jouer le nul contre ces équipes un petit peu, parce qu'on veut surtout pas qu'ils prennent 2 points et on veut surtout pas que ça bascule, quoi. Ok, Omar, le mot de la fin.
Non, pour moi, Arsenal, c'est leur année à condition qu'ils ne perdent pas contre eux-mêmes. C'est-à-dire que, effectivement, comme l'a dit Thomas, C'est de beau, pas c'est faire beau. preuve de complexe, de pas faire preuve de de fragilité dans certains matchs face à des équipes plus faibles. Alors, j'ai l'impression que cet Arsenal-là est un petit peu un Arsenal du passé. Mais attention, je pense que cette année, il y a clairement je vais être un peu exagéré, mais j'ai un peu exagéré, pardon, mais il y a un petit trou de concurrence parce que je pense que Liverpool, je le sens pas trop là, ce gros mercato avec Slot. Donc Liverpool 8e au moment où on parle. Ouais, bah après ça bouge beaucoup quand même. Ouais, hein. ça bouge beaucoup. C'est resserré mais quand ouais, même. 8e. Et City qui revient, mais City qui, je pense, c'est un peu en reconstruction. Alors à moins que cet axe Haaland, Cherki gagne en maturité extrêmement rapidement. J'ai un petit peu de doute là-dessus. Je pense qu'ils seront surtout très forts l'année prochaine. Cette équipe de City. Donc j'ai envie de vous dire que Arsenal, c'est l'année ou jamais, et c'est surtout ne pas perdre contre ses propres démons. Stéphane, dans une phrase sur comment lutter contre Ryan Cherki et son talent. Bah, ça, j'ai envie de te dire, ça c'est quasiment impossible, parce que j'ai un grand amour pour Ryan Cherki. Un amour partagé ici. Ouais. Et du coup, je sais qu'il peut faire du mal, surtout avec une connexion avec un buteur comme ça. Moi, je pense qu'au-delà des démons d'Arsenal, comme Thomas disait, c'est le banc. L'année dernière, quand il y a des matchs où Arsenal va avec un arrière gauche, donc le numéro 1 au poste qui est arrière gauche, le numéro 2 des latéraux et au milieu de terrain, et le numéro 3 qui est Tierney jouait ailier gauche. Donc au niveau profondeur d'effectif, au niveau qualité offensive, etc., c'est ce qui a aussi pêché avec un Merino qui a dû jouer quasiment 4 mois en pointe, qui n'est pas son poste de base, qu'il a fait l'intérim pas si mal. Oh, plus que pas si mal. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la profondeur d'effectif, il n'y avait pas de choix. Quand Saka était blessé, quand Odegaard est blessé, ou quand Havertz se blesse, il n'y a plus de choix derrière. Aujourd'hui, il y a quand même l'embarras du choix. Nwaneri qui a joué beaucoup de matchs alors que c'était dans ses premières saisons. Louis Kelly, c'est pareil. C'est des joueurs qui ont un beau potentiel et qui doivent prendre en maturité et qui ont fait un très bon boulot l'année dernière. Mais au moins là, chacun peut jouer à son poste et avec une concurrence qui est saine. Et s'il y a un absent, au moins il y a du monde derrière pour compenser, quoi. Okay, bon bah j'espère qu'en mai on refera un podcast pour célébrer le retour d'Arsenal, le 21 ans. Je suis pas trop motivé pour ce podcast, mais En tout cas, si c'est le cas, je viendrai en caleçon et on la mettra sur YouTube, celle-là. Ok, c'est bon, on va se faire strike, mais ok, je vous remercie. Merci pour tous ces développements. On va passer à la partie historique, la partie souvenir. Je vous ai demandé à chacun de préparer un petit texte sur un joueur d'Arsenal qui vous a marqué. Thomas, à toi l'honneur. Est-ce que tu veux commencer ? Alice, moi je vais parler d'un joueur qui a fait criser un peu la fanbase pendant longtemps. Mais je trouvais qu'il était un peu symbolique de tout ça. C'est Granit Xhaka, qui était, je crois, 7 ou 8 ans chez nous, qui a été recruté par Wenger, qui a joué sous Emery, qui a joué évidemment sous Arteta, qui a vécu des moments très compliqués chez nous. Il a été vraiment haï par bon nombre d'entre nous, juste avant d'avoir une espèce de rédemption sur la fin avec le même coach. C'est quand même ça qui est fou, c'est des fois t'as des joueurs qui t'as l'impression qu'ils ont besoin de renouvellement pour réexister, mais non, ça a été un joueur qui représentait à la fois cette transition. Je te coupe juste une seconde, parce que si j'ai un match où c'est le seul match où j'ai quitté ma télévision en plein milieu d'un match d'Arsenal, je sais pas si tu vois lequel, c'est le 4-0, on est à l'Etihad, à la 30e je crois, il y a déjà 2-0, et il va péter un gros tacle sur le côté où il n'y a pas de danger, il prend rouge, 2 pieds décollés, et c'est le seul match de ma vie où à la mi-temps j'ai quitté le match, et pourtant il en faut, et où j'ai quitté le match, donc merci de me rappeler ce souvenir de Granit à cette époque-là, même si on a eu des meilleurs derrière. Et puis il prend un bon rouge contre Liverpool aussi, on finit par avoir le match nul, mais il nous prend un rouge, je sais plus, première mi-temps aussi, enfin c'était un peu le champion pour ça, vraiment d'exploser. Et pourtant, grâce aussi à Arteta, au fait qu'il l'ait bougé tactiquement, qu'il l'ait fait passer plutôt en 8, à plutôt des 4 en 6, qui devient un joueur incroyable, hyper important dans le collectif, il était déjà assez leader, mais
c'est un joueur, je trouve, qui a permis quand même à l'équipe actuelle d'Arteta de passer un step en termes d'envie de gagner, en termes de détermination. C'est un joueur qui vous gueule dessus tout le match, qui gueule sur les adversaires tout le match. C'est un joueur où pendant longtemps on a dit que l'équipe d'Arsenal, même l'équipe de Wenger, je sais pas si vous vous souvenez d'Evra qui disait on a joué contre des enfants. Contre des enfants, ouais. Voilà, on est une équipe d'op, on a joué contre des enfants. Je trouve que Xhaka, c'est un des premiers joueurs où je me suis dit, ça, en face, ils peuvent avoir peur de Xhaka. Ils peuvent se dire, lui, c'est un fou, c'est un timbré. Ça me fait chier de l'avoir en face de moi. Comme aujourd'hui, on pourrait avoir un Joe Linton ou des mecs que t'as pas envie d'avoir en face de toi parce que tu sais que c'est un malade, il va mettre des coups, il va être chiant. Et je me suis dit, ça y est, on commence à plus être les gentils, on commence à devenir un peu méchant. Et quand il a commencé à être un peu autre chose qu'être méchant et d'être un bon joueur, on l'a vu à Leverkusen, on en a parlé après, qui est devenu vraiment un excellent joueur là-bas. Voilà, je trouvais que c'était un joueur qui était assez symbolique. Ok, je te remercie Thomas. Omar, quel joueur tu as choisi ? Eh bien moi, j'ai choisi un joueur que chacun autour de cette table qui a le cœur rouge et blanc a aimé, qu'il s'agit de Sol Campbell. Alors Sol Campbell, pourquoi j'ai choisi Sol Campbell ? Sol Campbell, c'est une légende de Tottenham de base. C'est un mec qui est formé à Tottenham, qui a 315 matchs joués avec Tottenham, pardon. Et c'est un des meilleurs défenseurs du monde dans les années 90. Alors pourquoi Sol Campbell ? Parce que Sol Campbell, c'est un traître qui a fait le pire crime pour un club du nord de Londres, c'est qu'il a quitté Tottenham pour aller à Arsenal en 2001. En fait, c'est Sol Campbell, du coup, comme je viens de le dire, c'est un joueur qui est à Tottenham dans la peau, qui arrive très jeune dans l'équipe, qui devient titulaire en sélection avec l'Angleterre, d'ailleurs qui devient le deuxième plus jeune capitaine de l'équipe d'Angleterre à 23 ans, 248 jours en 98, et qui joue avec Tottenham, qui gagne même une coupe de la Ligue en 99 avec Tottenham. Tottenham a gagné des choses, même si je pense que vous vous souvenez aussi de ce qui s'est passé en mai dernier, puisque Tottenham est champion d'Europe. Et du coup, malgré tout, pour Tottenham, à l'époque, on est loin d'un très très gros club. Donc, il y a commence à y avoir des petites divergences avec la direction du club. Il y a Sven-Göran Eriksson qui le presse un petit peu, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre à l'époque, pour aller jouer un peu à un meilleur niveau, notamment en Ligue des Champions. Et il s'avère qu'en 2001, il est en fin de contrat. Donc, on en a parlé de l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, donc, du coup, on va pas revenir dessus, mais qui permet aux joueurs de partir un petit peu plus facilement des clubs et des pays. Et du coup, Tottenham a chaud. Tottenham, ils essaient de le prolonger. Ils lui font une offre mirobolante avec le plus gros salaire du club. Après des mois de discussion, ça ne fonctionne pas. Cela dit, lui, il déclare qu'il n'ira pas à Arsenal. Il n'y a pas de risque pour les supporters. Vous inquiétez pas, je vais quitter le club, mais par contre, j'irai pas à Arsenal. Vous en faites pas. Je le dis, je le répète, même dans les médias officiels du club. Et là, bingo. L'été 2001, il y a une conférence de presse annoncée par Arsenal. Les journalistes y assistent. Ils sont pas du tout au courant de qui arrive. Ils s'attendent à voir Richard Wright, qui est un gardien de but assez anecdotique, pour signer. Et là, patatras, qui c'est qui arrive ? Le capitaine de Tottenham, Sol Campbell, qui arrive avec Arsène Wenger, donc qui signe pour Arsenal. C'est une surprise totale, un choc monumental en Angleterre, dans le foot anglais, mais je pense pas que dans le foot du nord de Londres, dans le foot anglais tout court. Et Sol Campbell, du coup, signe pour Arsenal à la surprise de tous, et il devient un monstre d'Arsenal. Alors après, je vous laisserai le positionner dans le panthéon du club. Mais c'est un joueur qui va faire ensuite 197 matchs avec les Gunners. Il marquera 11 buts, ça c'est pas le plus important. Il va gagner 2 premières ligues, dont une chez vous. Ouais, vas-y. Non, dans celle des Invincibles, où le match officiel où Arsenal était champion, c'est contre Tottenham à Tottenham. Donc Nathan n'a pas eu raison de faire ce choix. N'était-il pas judicieux. C'est vrai. Et du coup, c'est aussi le buteur d'Arsenal en 2006, à la finale de Ligue des Champions contre le Barça. Et ensuite, donc, Sol Campbell, pour terminer sa carrière, il ira jouer 3 saisons à Portsmouth, une à Notts County. Il finira à Newcastle. Il aura fait une autre petite pige à Arsenal. J'ai plus l'année. Par contre, en 2009-2010, je crois, il fera que 14 matchs.
C'est un joueur qui a 75 sélections avec la sélection anglaise. Il va avoir marqué un but, il aura fait 3 Coupes du Monde, 90, 2002, 2006, et 3 Euros en 96, en 2000 et en 2004. Donc c'est un joueur qui compte dans le foot anglais, mais c'est aussi, comme on dit à North London, le vrai North London, pas la zone 2, hein, le North London zone 5 de Londres, le Tottenham qui est très loin pour ceux qui connaissent. C'est un Judas. Alors je cite ce qui est chanté. D'ailleurs, les supporters des Spurs ont été longtemps bannis pour ces chants à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est un chant qui existe encore. Et je l'ai moi-même écouté pour avoir assisté à plusieurs North London Derby à l'époque à Wembley, quand le stade était en travaux. Sol Campbell n'est toujours pas le bienvenu à Tottenham. Et par contre, je crois qu'il est toujours le bienvenu à l'Emirates. Il est les bras ouverts. Merci beaucoup, Omar. Il faut savoir que c'est une époque, en 2001, où on n'a pas les réseaux sociaux. Donc, en fait, quand on n'a pas, Fabrizio Romano qui préchote le transfert 2 semaines avant. Il n'y a pas Fabrizio Romano qui n'est pas là, Hugo Guillemet non plus, et tous ceux qu'on embrasse de foot mercato. C'est vrai. Merci beaucoup, Omar. Sol Campbell qui a marqué le foot anglais. Stéphane, je crois que tu as pris un joueur assez anonyme dont tu veux nous parler, que pas beaucoup de gens ne connaissent. Assez anonyme et assez original. Non, on va parler de Thierry Henry. Thierry Henry, ouais, manque d'originalité, mais finalement... On te comprend. Joueur, personnage, aujourd'hui même présentateur, qui excelle un petit peu moins sur le côté coach, qui excelle. Par rapport à l'histoire d'Arsenal, c'est parce que il fait partie en tout cas de ceux qui m'ont fait aimer ce club, qui, à l'époque où ça passait sur TPS Star, la première ligue, il fait partie des joueurs qui m'ont fait vibrer sur un match par exemple contre le Real de Madrid de Nabil au Bernabéu, où il met le but au match retour à ses quarts de finale. C'était en quart, en 2006. Quart, il me semble, parce que la demi c'est contre Villarreal, si je dis pas de bêtises. C'est quoi la question, pardon ? C'est à quel stade de la compétition Arsenal affronte le Real en 2006 ? C'est déjà c'est en huitième. Il passe pas les huitièmes, ouais. Donc c'est un joueur qui m'a fait aimer le club, à qui j'en ai beaucoup voulu par la suite, parce que une fois que j'ai aimé ce club-là, j'ai beaucoup souffert à cause de ce club-là. Donc il a été à la fois celui qui m'a fait aimer et à qui j'en ai voulu d'aimer ce club. C'est un joueur qui a mis des buts incroyables, qui est arrivé par la petite porte. On le disait tout à l'heure, c'est un joueur qui arrive en 99 de la Juventus, après un passage pas trop mal à Monaco, mais à la Juventus où il a marqué que... Ouais, il joue quasiment pas à la Juve. Ouais, quasiment pas, avec moins d'une dizaine de buts. Il est d'abord ailier, il est assez critiqué à son arrivée. Wenger le replace devant, où là aussi il est critiqué parce qu'il est impatient dans son jeu, etc. Et qui finalement arrive à s'imposer au fur et à mesure comme un grand joueur, surtout un leader, quelqu'un qui dans le vestiaire était très respecté, qui avait cette mentalité de champion dont on parlait, qui nous a manqué derrière quand on est redevenu des enfants aux yeux d'Evra et du monde. Le joueur qui incarne le mieux, à mon sens, Arsenal, qui derrière, quand ça va mal, où on est sur le déclin, en tout cas, revient nous refaire plaisir pour un dernier mois, ouais. Un dernier mois, lorsque c'est la trêve aux États-Unis, et qui, pour parfaire sa légende, premier match de son retour, au bout de 15 minutes, arrive à refaire vibrer l'Emirates Stadium. Et donc pour tout cela, il y a le côté français également. La saison 2006, j'ai beaucoup pleuré avec lui parce que la finale de la Champions League, il pleure sur le terrain, je pleure devant la télé. La finale de 2006, quelques mois après, est pareil à Berlin. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce joueur, parce que pour moi c'est celui qui m'a fait aimer le club et qui reste une légende. Et je pense que sa statue devant l'Emirates, elle est bien méritée. Ouais. Merci beaucoup, Omar.
Oui, non, je vais juste. Il y a un petit truc, tout à l'heure, on parlait des Invincibles et on parlait de la Juve. Donc, la Juve l'a bien fait en 2011-2012. Voilà. Ouais. Juste après, Non, j'ai. une petite Merde. précision. Merci pour le fact-checking, Omar. Voilà. Et le Barça a failli le faire avant que Ernesto Valverde. Mais ils ne l'ont pas fait. Allez, vanter. Grâce à Dieu. Merci. Merci beaucoup, les amis. On va passer un petit quiz rapide parce que vous avez eu des choses à dire. Stéphane ne lit pas ce qui est écrit sur l'ordinateur. Alors, on va commencer par. Ouais. Je vous partage mon écran, comme ça vous verrez que je triche pas et je vais lever les mains. On te croit sur parole. On va faire un ou deux qui suis-je. Alors, j'ai signé à Arsenal à seulement 16 ans. J'ai fait mes débuts en pro, en prêt dans un club qui monte en première ligue cette saison-là. J'ai marqué dans 3 compétitions différentes sous le maillot d'Arsenal. Mon style aérien contrastait avec la philosophie rapide d'Arsène Wenger. Mon penalty raté en quart de finale de l'Euro a longtemps hanté ma sélection nationale. J'ai eu une amende record pour avoir montré un sponsor illégal sur mon caleçon pendant l'Euro 2012. J'ai affirmé publiquement pouvoir devenir le meilleur attaquant du monde. On me surnomme aujourd'hui Lord pour mon arrogance légendaire ainsi que mes Lord coups d'éclat. Bertner. Exactement. C'est que sur le dernier que j'ai reconnu. C'était pas facile. J'en ai un autre pour vous. Alors ça, je pense que vous devriez trouver un peu plus facilement. Alors, j'ai marqué un doublé pour mes débuts en FA Cup face à Chelsea. J'ai été victime d'un tacle terrible en Ligue des Champions 2004 par une légende de Chelsea. Eduardo? Non, je suis l'un des rares joueurs à avoir remporté la Première Ligue, la Liga et l'Europa League. Mon accent andalou et ma timidité ont compliqué mon adaptation à Londres. J'ai quitté Arsenal en prêt pour un club madrilène qui venait de recruter Ruud van Nistelrooy. J'ai remporté 3 Europa League consécutives avec un club andalou, Eli Espagnol, champion invaincu. J'ai tragiquement disparu. Antonio Reyes. José Antonio Reyes, paix à son âme. Alors, 3 joueurs différents d'Arsenal ont terminé meilleur buteur de Première Ligue depuis 1992. Pouvez-vous me les citer? Redis la question, j'ai pas. 3 joueurs différents d'Arsenal ont terminé meilleur buteur de Première Ligue depuis 1992. Ok. Pouvez-vous me citer ces 3 joueurs? Thierry Henry. Aubameyang. Exactement. Ian Wright? Non. Non, pas Ian Wright? Non. Il y a Thierry Henry, Aubameyang, oui. Van Persie? Van Persie, tout à fait. Ah ouais. On va jouer, les amis, aux enchères. Combien de joueurs ayant joué à Arsenal et à Chelsea pouvez-vous me citer? Vous pouvez surenchérir l'un l'autre. 5. 5. Thomas Omar? Oh là là. Ouais, je dirais 4. 4? Non, il faut. Là, j'en ai 4. J'aime pas Chelsea. Il faut surenchérir. Ah, j'allais 6. 6, allez, 6 Omar. Stéphane, t'as les 7, je sens que t'as les 7. Ah, attends, je crois que... 7, mais je suis en train de chercher le 7e. T'as les 7? Bon, vas-y, allez, on y va, 7. Omar, Thomas, personne? J'y vais? Allez, 7. Willian. Ouais. Petr Cech. Ouais. Sergio Fabregas. Tout à fait. William Gallas. Tout à fait. Emmanuel Petit. Tout à fait. J'en avais tout un. David Luiz. David Luiz, 6. David Luiz. Et le dernier, un petit dernier pour la route. Havertz. Havertz, tout à fait, ouais. Il y en avait plein. Il y avait Nicolas Anelka, il y avait Ashley Cole, il y avait Petr, Lassana Diarra, Yossi Benayoun, David Luiz, Olivier Giroud, Sterling, Aubameyang, Sterling, Jorginho, Kepa et Noni Madueke. Ah ouais, il avait c'est clair. Et je les ai tous en fait, c'est terrible. Alors que j'étais en train de m'arracher les cheveux pour en avoir. C'est ça. Pareil. Les amis. On oublie vite. Demi-finale. Ouais, c'est clair. Après, il y en a, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop marqué, même les deux. Quand même. C'est que... Alors, deux petites dernières questions et on y va. Alors, demi-finale, retour Ligue des Champions 2009. Défaite 3-1 d'Arsenal face à Manchester United. Le match où Evra déclara que c'était 11 hommes contre 11 enfants. Pouvez-vous me citer à tour de rôle un joueur ayant participé à ce match? Et on compte aussi les remplaçants. Qui veut? Des deux clubs, hein. Des deux clubs. Des deux clubs, ok. Ouais. En 2009. Ouais, demi-retour 2009 quand Arsenal perd 3-1. Ok. Thomas, je te laisse commencer. Rooney, tout à fait. Cristiano. Tout à fait. Edwin van der Sar. Tout à fait.
Thomas. Thomas. Ah, pardon, Fabregas. Fabregas. Tout Clichy. à fait. Clichy. Galas. J'ai pas Clichy. Ah non, c'est pas possible. Attends. Yanis serait trop triste. Attends, j'ai quoi? Almunia, Sania, Même dans la remplaçant? même dans la remplaçante. Non, c'est Gibbs qui glisse. Ouais, exactement. C'est Gibbs qui glisse. Exactement. Ah, on a premier éliminé. Omar, tu reprends. Ah, je suis déjà Tu éliminé. prends le flambeau. Même J'ai Gibbs, dit ça marchait Galas, pas? Moi, j'aurais dit Galas. Galas. Galas? Non. Non, là, Écoute, je suis je peux nous désolé. laisser une dernière chance à tous les deux. Allez, vas-y, une dernière chance à tous les deux, on y va. Moi, j'avais Stéphane, dit tu Gibbs, du reprends. coup. Gibbs, vas-y. Allez, Omar, deuxième chance. Ce sera la dernière. Berbatov. Oh, tout à fait, il rentre à la 66e. Thomas. Evra. Evra, tout à fait, ouais, qui a eu des choses à dire après. Carrick? Oh. Carrick, tout à fait. Omar. Ce bon vieux Rio Ferdinand, non? Ferdinand, tout à fait. Thomas. J'ai peur, mais Rosicky. Il devait être blessé. Ouais, c'est ça le truc, c'est que le problème, c'est qu'il pas pouvait sûr être là, que mais il était c'est- peut-être blessé. donc, Je suis vraiment désolé. Rosicky n'y est pas. Bon, on va une deuxième chance parce qu'on l'a laissé à tout le monde et comme t'es notre Ouais, invité, vas-y, tu peux y aller. Moi? Ouais. Ah, pardon. Walcott? Oh. Ouais, tout à fait. Stéphane. Sechny? Et non, C'est pas lui le gardien, c'est désolé. C'était pas lui le gardien. Omar. Salmounia à l'époque? Omar. Là, j'allais dire Almunia. et tu du dis coup, pas mais Almunia, vas-y, au ouais. pire, il est, non, je vais dire Excuse-moi, autre chose. Non, t'inquiète. J'allais dire une dinguerie, mais non, j'ai été rattrapé sur le fil. Je vais pas le dire. Vidic. Tout à fait. Thomas. Ferdinand. Ferdinand a déjà été dit. Omar, un petit dernier, tu gagnes. Van Persie. Van Persie, tout à fait. Félicitations aux deux fans joué. d'Arsenal. On avait côté Manchester Van Persie, Oshie, Ferdinand, Evra, remplacé Oshie. par Raphaël, Oh là là. Carrick, Fletcher, Anderson, remplacé par Giggs, Park, Rooney, Berbatov, Oh là là, Ronaldo. bien Vous n'avez sûr. pas dit Ronaldo? Si. il a été Vous avez dit dit, Ronaldo? il a Ok, été vous dit. avez- J'ai dit un Oui, oui. Almunia, Sania, Touré, Djourou, Gibbs, Song, Nasri, Fabregas, Walcott remplacé par Bentner, Van Persie remplacé par Vela et Adebayor. Carlos Vela. Il est la là. il était- Légende de la MLS, mais pas Ouais. selon Zlatan, on Ouais. le rappelle. Petite dernière question, est-ce que vous pouvez me citer pour terminer les 5 plus grosses ventes de l'histoire d'Arsenal? Ventes, non pas achat, mais ventes. Je pense que vous allez. Van Persie? Van Persie est 6e. Donc il est pas dans les 5. Non, il n'est pas dans les 5. Balogun. Balogun, première vente la plus chère de l'histoire d'Arsenal, 40 millions d'euros C'est quoi? à Monaco. Smith Rowe. Smith Rowe n'y est pas. Fabregas. Fabregas est 4e. Thierry Henry? Thierry Henry n'y est pas. Nasri? Nasri n'y est pas. Bon. Non, c'est assez récent. Madueke. je crois, en plus. Madueke. Non, vente. Vente. Ah oui, non, il a acheté, je suis bête. Ouais. Pardon. Enfin, il y en a 2-3, ça va être dur, hein, mais Gendouzi? Gendouzi, non. Non. Et pas Willock. Willock, non, 8e Willock. Mais bien joué. Des ventes. Est-ce que vous voulez les clubs à qui ces joueurs ont été vendus ou pas? Ouais, vas-y, un petit On a le deuxième qui a été vendu à Liverpool, un autre vendu au Real Madrid et Oxlade-Chamberlain. exactement. Un autre vendu, le troisième vendu au Real Madrid et le cinquième vendu à Manchester United. Anelka. Anelka, tout à fait. Il est troisième. encore dans le top, Toujours dans malgré le top le- 3, ouais. Ok. À United. Et le dernier vendu à United. C'est Van Persie, t'as dit non. On a juste au-dessus de Van Persie. C'est un homme qui n'a pas performé à United, mais qui a performé à Alexis Arsenal. Sanchez. Alexis Sanchez, tout à fait. Ah bah oui. Mais c'était. Ah oui, c'était pas un échange Sanchez avec Mkhitaryan. Mkhitaryan, ouais, je crois qu'il y a de l'argent, Ouais, c'est- il y a de l'argent. Ouais, c'est en ça. jeu. Ah, mais ils l'ont compté, tu sais, c'est quand ils faisaient les ventes. Je te Ah, l'achète décalé, 110 là. et tu me l'achètes 110, comme C'est ça, dans ça. les comptes. Ça. Moi j'avais lu que C'est c'est. Moi j'avais lu un truc qui était drôle, c'était qui disait que c'était le premier échange perdant-perdant. Mkhitaryan, Alexis Sanchez. Les amis, merci beaucoup. On a passé du temps. On a plein de choses à dire. On a eu plein de choses à dire et je vous remercie. Merci particulièrement à Thomas qui a pris le temps
d'intervenir. Merci pour la qualité de tes interventions. Écoute, merci à vous, c'était super les gars. Désolé, on est très bavard quand on parle d'Arsenal. Ouais, exactement. Ça va être l'épisode le plus long de l'histoire du podcast, mais écoutez, c'était extrêmement intéressant. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Thomas. Tu sais où nous trouver. On sait où te trouver. Plaisir. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci Omar. À la prochaine, mes amis pépiniéristes. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.